Secretary of State for the overseas territories of France. Welcome. Mesdames et messieurs, d'abord je ne suis pas le gagman chargé de vérifier si les appareils de traduction fonctionnaient. Et comment voulez-vous, après la science de Richard Somerville, la connaissance de Jean-Michel Cousteau, le charme de Patricia Ricard, que je viens de vous lire un discours qui a été fabriqué dans un ministère. Je n'ai pas d'image et je n'ai rien à vous montrer qui puisse autant vous emmener dans cet univers si important. Alors, je vais laisser le discours de côté, si vous le permettez, et puis je vais essayer de vous parler de quelques convictions acquises depuis quelques mois, que j'exerce cette responsabilité importante au sein du gouvernement français, puisque je suis le seul ministre qui a le mot « mer » dans son appellation ministérielle. Il n'y a pas de ministre de la mer, il n'y a qu'un ministre de l'outre-mer, mais ceci dit, la responsabilité qui est la mienne est immense, puisque 97% des 12 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive maritime française sont dans l'outre-mer, et que donc, naturellement, les îles dont j'ai la charge se situent dans un périmètre maritime et m'amènent et m'ont amené à m'intéresser particulièrement à cette question, parce que les hommes vivent de la mer, parce que les îles n'ont de sens que parce qu'elles sont entourées d'eau, et que parce que les ressources de la mer sont les ressources de demain des territoires dont j'ai la charge, mais aussi, je crois, de l'ensemble de la planète. Vous l'avez dit, vous l'avez montré avec des images extrêmement émouvantes, et on ne peut pas, lorsque nous sommes devant les spectacles que nous avons vus, les spectacles formidables vus à l'instant, les spectacles extraordinairement inquiétants que vous nous avez montrés sur les orques, on ne peut pas ne pas retrouver son âme d'enfant et se dire que il y a la vie, et que quand la vie est en danger, et que quand c'est la vie animale qui est en danger, celle de l'homme n'est pas loin de l'être aussi. Vous l'avez dit tout à l'heure avec cette très belle parabole sur les loups. Là où vit l'animal, l'homme a pu vivre. Là où disparaît l'animal, l'homme ne tarde pas à disparaître non plus. C'est cet enjeu qui est notre défi, le défi de notre génération. Nous avons la chance de vivre une génération formidable qui va connaître sans doute plus de bouleversements, d'inventions, de progrès que toutes celles qui l'ont précédée. Mais nous avons en face de nous un défi encore plus formidable, c'est que nous serons ou nous ne serons pas la génération qui permettra à ce que les générations suivantes puissent continuer à vivre et qui permettra de sauver la planète tout simplement. Monsieur le professeur, vous nous avez montré tout à l'heure dans vos schémas à faire des cauchemars combien l'enjeu était formidable et combien notre devoir, le devoir des gouvernants, mais après tout les gouvernants ne sont que les représentants des opinions publiques et des peuples, le devoir des peuples était de changer la donne. Alors moi, je venais vous parler de cet enjeu, je venais vous parler d'un sujet qui nous préoccupe particulièrement, qui est celui du corail. Je voudrais vous parler à la fois du garde-manger et de la nurserie, de l'endroit où les choses se fabriquent, de cet endroit encore très mystérieux qui est très menacé. 20% de la barrière de corail est non seulement en danger, mais a disparu ou n'est pas sauvable. Et nous avons évidemment un devoir politique, scientifique, de nous mobiliser pour sauver la barrière de corail, pour faire en sorte que cette source de recherche, cette source de découverte, et puis ce lieu de vie, tout simplement, où la vie naît, soit légué aux générations futures. 10% de la barrière de corail mondiale est dans les territoires d'outre-mer. C'est la raison pour laquelle cet enjeu est pour nous extraordinairement important. Et nous souhaitons pouvoir mobiliser des forces scientifiques, évidemment, mais aussi des forces financières, pourquoi ne pas dire les choses, pour monter les programmes nécessaires de protection, de valorisation, de sauvetage de cette barrière de corail. Je salue d'ailleurs les représentants du Prince Albert de Monaco, avec qui nous avons engagé un partenariat, puisque l'expertise du musée océanographique de Monaco est forte sur
le sauvetage, sur la naissance du corail, et que nous avons besoin de cette expertise pour pouvoir travailler partout où cela est nécessaire, partout où nous aurons des relais, partout où nous aurons des bonnes volontés pour sauver cette barrière de corail si importante, pour sauver les hommes qui en vivent directement. 1,5 milliard d'hommes et de femmes sur notre planète vivent directement des ressources de la barrière de corail. On voit bien que le lien que je faisais à l'instant entre la vie des hommes et la survie de la nature, il est très direct, il est très simple, et qu'en l'occurrence, on mesure en voyant les chiffres quelle serait la catastrophe si nous ne faisions rien de concret, d'efficace sur ce sujet. Ce n'est pas la seule initiative internationale pour le corail ou la seule initiative française pour le corail qui pourra y arriver toute seule. C'est une mobilisation globale qu'il faut mener. Ce sont des initiatives qu'il faut porter et c'est une addition de bonne volonté qu'il faut réussir à mettre en faisceau pour avoir une mobilisation mondiale sur ce sujet. J'ai le sentiment... Et j'ai sans doute oublié beaucoup de choses extrêmement sérieuses qui étaient écrites dans le discours qu'on m'avait préparé, mais j'ai le sentiment que pour la génération qui est là, je vois dans cette salle un certain nombre d'étudiants et une jeune génération, la mer, c'est le nouveau territoire à découvrir, à conquérir et à protéger. Et que dans un monde qui n'offre plus beaucoup d'aventures, l'aventure maritime, l'aventure de la découverte, l'aventure de la connaissance, l'aventure de la préservation est une aventure tout à fait formidable. On me dit que 80% de ce qui est à découvrir sur la mer ne l'est pas encore. Voilà bien, pour une génération, un travail tout à fait exceptionnel. Et j'imagine, et j'ai le sentiment ou le pressentiment que le réservoir de vie de notre planète, il est dans l'eau. Il est dans la mer, il est dans les mers, et que les précurseurs qui sont ici, que ceux qui ont ouvert ces portes ont lancé en fait un appel aux générations qui viennent pour que ces nouvelles frontières soient des frontières dont vous vous empariez. Vous qui êtes âpre à l'étude, à prendre la place qui doit être celle de la jeunesse dans la société, eh bien faites-le peut-être par cette vision ou cette volonté de conquérir ou de reconquérir cette terre inconnue qui est une terre si pleine à la fois de potentiel mais aussi si pleine d'espoir pour l'ensemble de la planète. Voilà, j'essaye d'être lyrique, j'essaye d'être sincère, j'essaye de trouver la voie pour qu'un sujet aussi vaste, aussi complexe, et les travaux de Biomarine l'ont montré, c'est une source infinie. Empoigner cette question-là est une question extraordinairement compliquée parce qu'on a le sentiment d'être devant un monde qu'on ne maîtrise pas, d'être devant un problème dont les solutions sont tellement nombreuses et tellement multiples qu'il faudrait les embrasser toutes et que nos bras n'y suffisent pas. Je crois qu'il faut beaucoup parler, qu'il faut beaucoup montrer, qu'il faut beaucoup expliquer, qu'il faut faire vibrer le cœur des hommes, comme vous l'avez fait si bien tout à l'heure, pour que ça déclenche dans les cerveaux l'envie de faire ce que vous faites, c'est-à-dire de comprendre, de connaître, et puis d'agir, chacun à son niveau. Je crois que la plus belle image, c'est celle de la goutte d'eau. La mer est faite d'une infinie multitude de gouttes d'eau. Soyons, mesdames et messieurs, pour l'avenir, les gouttes d'eau qui sauveront la face maritime de notre planète, parce qu'elle en a bien besoin, et parce que les générations qui viennent, sinon, ne nous le pardonneraient pas.